Donc, j'inviterai Zoé, qui est la prochaine conférencière, à nous montrer son beau visage. Merci Zoé de partager la caméra. Et donc, tu devrais pouvoir partager aussi ton écran pour nous partager ta présentation. Je vous rappelle, Zoé va avoir une présentation d'environ 10 minutes, puis on va se garder un petit 5 minutes pour les questions. Donc, rapidement, juste présenter Zoé, c'est une étudiante au doctorat sous la direction de Philippe Nollet et Christian Messier, ici à l'ISFOR. Et elle travaille sur la variation épigénétique des arbres sous influence environnementale. Donc, Zoé, je te cède la parole. Merci. Merci, c'était très intéressant ce matin. Moi, aujourd'hui, là, je vais vous présenter donc, mes travaux de doctorat. Donc, vous allez voir, c'est quand même un petit peu différent des discussions qu'il y a ce matin, mais ça rentre quand même dans le thème de l'écologie forestière. Donc, comme l'a dit Benoît, moi, je suis donc une doctorante sous la supervision de Christian Messier et Philippe Nollet depuis automne 2018. Et donc, mes travaux de doctorat, ils portent sur la variation épigénétique des arbres, donc sous influence environnementale. On va revenir dessus. Mais aujourd'hui, je vais principalement vous présenter donc, les travaux de mon premier chapitre, qui sont donc une description des patrons phénotypiques de l'érable à sucre et de l'épinette blanche dans un contexte de stress hydrique répété. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter rapidement ce que sont les mécanismes épigénétiques et en quoi ils m'intéressent dans mon projet. Donc, si vous prenez ici, attendez, je vais essayer d'avoir, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, on voit ta souris. Ok, parfait. Donc, si vous prenez ici cette figure, vous avez ici donc un noyau d'une cellule, par exemple une cellule végétale, et on trouve donc dans les cellules végétales une structure qu'on appelle la chromatine, en fait, qui est une fibre qui est composée de l'ADN double brin qui est entouré autour de structures protéiques. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que le niveau de condensation de la chromatine va venir interagir avec le niveau d'expression des gènes. Donc, si on peut dire que la variation génétique, elle est codée par la séquence de l'ADN, la variation épigénétique, elle va être plutôt codée par le niveau de structure de la chromatine. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les mécanismes épigénétiques qui vont venir jouer à ce niveau-là. Et donc, les mécanismes épigénétiques, ça va être l'ensemble des mécanismes qui vont venir jouer sur cette compaction de la chromatine sans modifier la structure de l'ADN. Et ce sont des mécanismes qui sont considérés généralement comme stables, qui sont réversibles et aussi potentiellement héritables. Et ce qui est intéressant avec les mécanismes épigénétiques, ce sont de nombreux travaux en fait, ont montré, chez les plantes notamment, que ces mécanismes-là pouvaient réagir aux perturbations environnementales. Donc, par exemple, une sécheresse pourrait mettre en place des variations épigénétiques qui favoriseraient, qui modifieraient en fait la plasticité phénotypique des arbres et qui pourraient potentiellement favoriser leur tolérance. Alors moi, dans mon projet, c'est ça qui m'intéresse, c'est essayer de voir si des perturbations environnementales mises en place, elles vont modifier ces variations épigénétiques-là et est-ce que c'est possible de mesurer des modifications de la plasticité en lien avec ces variations épigénétiques-là et est-ce qu'elles pourraient améliorer la tolérance de mes arbres. Alors bien évidemment, c'est compliqué de faire une relation de cause à effet, mais c'est possible d'expliquer certains processus et d'établir certaines corrélations. Donc, on en a fini avec l'épigénétique globale. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter mon chapitre 1 qui est en fait dédié à la description phénotypique des deux espèces que j'étudie, donc l'épinette blanche et l'érable à sucre, dans des conditions de sécheresse répétée. Et le but de ce chapitre-là est d'essayer de caractériser les patrons de réponse de mes deux espèces, essayer de comprendre si mes deux sécheresses vont plutôt mettre en place des patrons d'accumulation de stress ou plutôt des patrons d'acclimatation. Et le but ultime en fait, de cette description phénotypique-là, elle va m'aider à guider par la suite mes analyses épigénétiques pour mon chapitre 2. Donc, j'ai mis en place une expérience en serre l'été dernier qui a duré 17 semaines. J'ai travaillé donc avec des semis d'érable à sucre et d'épinette blanche de 2 à 3 ans.
Et ce que je voudrais vous montrer ici, vous voyez un schéma de mon expérience temporelle, on va dire, et en rouge, mes 2 périodes de stress que j'ai mis en place. Donc, un premier stress de 2 semaines, donc, que j'ai appelé le stress numéro 1, S1, et un stress numéro 2 de 4 semaines, S2. Donc, au cours de cette expérience, les 2 stress ont été accompagnés aussi de périodes de récupération et de périodes de mesure. Donc, dans cette expérience, j'ai 4 conditions. Donc, j'ai utilisé 160 semis de chacun de mes espèces que j'ai séparés en 2 groupes. Un premier groupe témoin et un premier groupe un deuxième groupe qui aura subi donc le premier stress. Et dans un deuxième temps, j'ai resubdivisé ces 2 groupes en 4 pour avoir à la fin de mon expérience 4 conditions avec donc des arbres témoins, des arbres qui auront subi uniquement le deuxième stress, donc noté S02, des arbres qui auront subi uniquement le premier stress, donc noté S1, 0, et des arbres qui auront subi les 2 stress, S1, 2. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs mesures à différentes périodes de mon expérience. Donc, les mesures que j'ai faites, on peut les classer en 3 grands groupes. Des mesures non destructrices, où j'ai mesuré la taille, j'ai compté le nombre de feuilles des érables tout au long de l'expérience. J'ai aussi fait des mesures destructrices, où là, j'ai totalement échantillonné mes arbres pour avoir des mesures de biomasse aérienne, racinaire, des pourcentages de nécrose foliaire, des teneurs en eau, là et c'est là. J'ai également fait des mesures d'échange gazeux, où j'ai mesuré avec le Lycor 6400 qu'on voit ici, la photosynthèse, donc qui est notée A, et la conductance stomatique qui est notée GS, à plusieurs niveaux de luminosité, donc 400, 1200 et 1800 micromoles par mètre carré par seconde. Donc, les mesures que vous voyez en gras et vert, c'est des mesures que je vais vous présenter maintenant pour mes résultats. Et donc, voici des premiers résultats préliminaires. Donc, ici, je vous ai représenté donc 2 graphiques du ratio de la masse sèche racinaire sur les parties aériennes en fonction de mes 4 conditions de fin d'expérience chez mes 2 espèces, donc chez l'épinette blanche d'une part et chez l'érable à sucre. Et ce qu'on peut observer ici d'intéressant, dans un premier temps, c'est qu'on a des patrons totalement inversés chez l'épinette et chez l'érable à sucre, où on voit même si les résultats ne sont pas significatifs, que les pinettes blanches chez les individus qui ont été stressés uniquement au premier stress et ceux qui ont été stressés aux 2 stress présentent une tendance à avoir des ratios supérieurs aux témoins et à ceux qui ont subi uniquement le deuxième stress. A contrario, ici, avec des résultats significatifs, on voit que chez l'érable à sucre, c'est l'inverse. Donc ici, ces premiers résultats montrent que le premier stress semble avoir induit un investissement différent chez les 2 espèces, où on observe en fait que chez l'épinette blanche, il y a plutôt un investissement qui a été favorisé au niveau des racines, alors que ce n'est pas le cas chez l'érable à sucre. Dans un deuxième résultat, ici, je vous présente donc des graphiques de la conductance stomatique GS et de la photosynthèse nette à 400 micromoles par mètre carré par seconde. Donc, c'est une luminosité qui correspond à peu près à une journée nuageuse, en fonction toujours de mes 4 conditions en fin d'expérience, chez l'épinette blanche et chez l'érable à sucre. Et ce qu'on observe encore une fois ici, bien que les résultats ne soient pas significatifs, on observe 2 patrons différents chez mes 2 espèces, avec l'érable à sucre qui montre ici chez les individus qui ont subi le double stress, une tendance à maintenir, malgré le stress hydrique, leur conductance stomatique à des niveaux similaires des témoins, et une tendance également à maintenir, voire à augmenter leur photosynthèse nette par rapport aux témoins et aux autres conditions. Alors que chez l'érable à sucre, c'est l'inverse, où on voit bien que les individus qui ont été le double stressés, qui ont subi le double stress, présentent des conductances stomatiques inférieures et également une diminution du rendement photosynthétique. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que clairement, le stress il a induit une gestion différente du rendement photosynthétique chez ces 2 espèces, avec plutôt une maintenance chez l'épinette blanche et plutôt donc une diminution chez l'érable à sucre. Pour terminer avec ce dernier résultat,
Je vous représente ici le pourcentage de surface foliaire nécrosée par plant chez l'érable à sucre en fonction toujours de mes 4 conditions à la fin de mon traitement. Et ce que j'observe ici de façon significative, c'est que, en effet, les individus qui ont subi le premier stress uniquement et ceux qui ont subi les 2 stress présentent des surfaces foliaires nécrosées supérieures par rapport aux témoins et à ceux qui ont subi uniquement le deuxième stress. Et donc, ce sont des arbres qui, on le voit ici, hein, en fin d'expérience, avaient quand même de fortes surfaces nécrosées et donc avaient subi quand même une grosse intensité de stress. Et à contrario, je ne vous ai pas représenté les épinettes ici parce qu'on ne voyait pas de surface foliaire nécrosée. Donc, pour conclure sur cette analyse phénotypique, on observe que les plants d'érable à sucre ont plutôt eu une tendance d'accumulation au stress avec potentiellement un comportement isohydrique en essayant de limiter leur perte en eau, en fermant leur stomate, diminuant leur photosynthèse, alors qu'à contrario, les épinettes blanches ont plutôt eu une tendance d'acclimatation suite aux 2 stress, avec plutôt un comportement anisohydrique où on observait une maintenance de la photosynthèse et un fort investissement dans les racines. Et donc, ces résultats-là, ils me permettent de me guider dans mes analyses épigénétiques en me disant que ça va peut-être être plus intéressant de mettre mes efforts sur l'épinette blanche. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Zoé, pour ta belle présentation dans les temps. Moi, j'ai essayé d'être rapide, là, j'espère que ça va. C'est très parfait. Parfait. Il nous reste 3 petites minutes là, pour des questions. Est-ce qu'on a des gens du public qui ont des questions pour Zoé et son projet? Vous pouvez l'indiquer dans le chat. Donc, j'ai une question. Je vais y aller. Je vais donner priorité à M. Sébastien Meunier. Oui, je n'ai pas de caméra d'activer, désolé. Ma question, le stress qui a été simulé, ça correspond à peu près quoi comme réchauffement climatique ou c'est plus des stress qu'on vit déjà présentement? Alors, c'est compliqué d'exprimer un stress exactement comme ça. Moi, ce que j'ai fait, en fait, pour mettre en place mon stress hydrique, c'est que j'ai contrôlé la masse d'eau que j'apportais à mes plants, donc chaque jour. Donc, j'ai mis en place, j'ai pesé mes plants, j'ai pesé mon pot, ma masse sèche de terre, et j'ai déterminé, en fait, à combien de la capacité au champ, je voulais me situer. Mais en fait, le but, moi, de cette expérience-là, c'était principalement de mettre en place donc, ces deux stress, avec un premier stress moins intense, puis un stress un peu plus intense, pour essayer de déclencher cette réponse épigénétique-là. Mais concrètement, c'était quand même des stress un peu sévères. Alors, je ne peux pas répondre en termes de changement climatique, mais il faut savoir que j'étais aussi dans une serre. Donc, il faisait un peu plus chaud, puis ils ont eu quand même pas mal soin par rapport à ce que des arbres, disons, en champ auraient pu vivre là. Super, merci beaucoup, Zoé. Je vais y aller avec Frédéric. J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais on t'a beaucoup entendu parler dans la table présente. Je vais donner la parole à Sylvain. Puis si on a du temps, je vais revenir à ta question. C'est ce que je m'apprêtais à faire, justement. Oui, bonjour Zoé, merci. Je voulais juste poser la question. Il semble qu'il y a vraiment une différence entre ton stress 1 et ton stress 2. Ouais. À quelle période tu les as fait? Puis quelles sont, d'après toi, les raisons que ça a l'air de réagir différent entre ton stress 1 et 2? À quel moment de la saison est-ce que le 1 était pour a été mis en avoir place. eu autant de changements? Ouais, alors justement, comme je disais, normalement, mon stress 1, il aurait dû être relativement modéré, puis je voulais que mon stress 2 soit un peu plus intense. Mais j'ai dû mettre en place mes expériences. En fait, j'ai mis en plan mes arbres au début mois de juin, mais il y a eu tout le mois de juin, on était plutôt au niveau de la plantation. Donc, mon stress hydrique, concrètement, le 1, il a été mis en place mi-juillet. Donc, ça correspond vraiment à la période où il a fait chaud, où j'ai eu des problèmes de chaleur aussi avec ma serre, réussi à résoudre. Mais en effet, là, mon stress numéro 1, en milieu de juillet, je pense que si c'était à refaire, j'aurais préféré en fait
qui se passe un peu avant pour avoir des températures un peu moins élevées, hein, parce qu'il faisait presque de 35 à 40 degrés parfois. Donc, on a un stress hydrique qui a un peu été combiné avec un stress de chaleur pour le premier stress. Je pense que tu pourrais regarder aussi avec les périodes de croissance, tu sais, la croissance primaire qui se termine, la croissance racinaire qui prend le relais. Peut-être que le moment où tu fais ton stress peut avoir des impacts. Peut-être l'érable avait déjà fini sa croissance racinaire, l'épinette non, donc il a pu répondre. Mais c'est ça. Ce que j'ai vu, au niveau des croissances, c'est ça. Au début, je pensais un peu comme toi, puis finalement, en regardant, j'ai vu que, oui, une grosse partie de la croissance était plus ou moins avant le stress 1, pendant le stress 1, mais on voit quand même qu'il y a encore une croissance qui est un petit peu maintenue jusqu'en fin août. Mais oui, je pense que le gros de la croissance, c'était malheureusement au niveau du stress 1. Voilà, je fais Ça peut avec. expliquer tes différences de pourquoi le stress 2, des fois, n'a pas rajouté beaucoup de choses. C'est ça, ouais. Mais on arrive quand même à avoir un petit effet au niveau des érables et pas d'effet au niveau des épinettes. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que moi, dans ma serre, à la fin de l'expérience, les épinettes avaient vraiment aucun indice au niveau des feuilles qu'ils avaient subi un stress. Là, ils étaient vraiment en bonne vigueur, alors que les érables à sucre, c'est vraiment l'inverse. Là. Donc, merci beaucoup, Zoé. Rapidement, il y a une question de Daniel Picard qui se demande: l'acclimatation est-elle un caractère héritable ou transmissible? Alors, ça, c'est compliqué à répondre. Je vais plutôt répondre en termes d'épigénétique. C'est juste qu'en fait, l'acclimatation, normalement, c'est quelque chose qui va se faire sur l'individu. Enfin, moi, la façon dont je le comprends, c'est une réponse assez rapide qu'on voit à l'échelle de la vie d'un individu. Et donc, normalement, elle ne va pas être transmise à la génération suivante. Avec les mécanismes épigénétiques, c'est un petit peu différent parce que, justement, comme je l'ai dit, ce sont des mécanismes qui vont venir jouer sur la chromatine, qui vont venir jouer sur l'expression des gènes et potentiellement sur la plasticité, donc potentiellement sur l'acclimatation. Et c'est des mécanismes qui sont aussi potentiellement, il y a beaucoup de potentiellement, héritables. Donc, ça veut dire que dans l'idée, en fait, c'est que si un arbre aurait des mécanismes épigénétiques qui vont lui donner une certaine acclimatation, c'est possible. Ça reste encore à prouver que ça se donne en fait de génération, au moins à la génération suivante. Mais ça, c'est encore assez compliqué à dire. Puis dans les faits, on ne l'a pas vraiment prouvé encore. Merci beaucoup, Zoé. Il va falloir qu'on passe à la prochaine présentation. Fait que Frédéric, je t'invite à aller voir Zoé pour poser ta question directement. Je vais maintenant inviter Marie-Ève Roy, une autre étudiante au doctorat de l'ISFOR, à partager sa caméra et à partager son écran pour nous présenter sa présentation, nous parler de son projet de doctorat qui est sous la coordination de David Rivet et Yann Surje-Droba à l'ISFOR. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je vais vous parler du microbiome. Alors, pour moi, un microbiome intègre, c'est un allié tant pour les plantes, pour les arbres que pour les humains par rapport aux changements climatiques et tout. Alors, je trouve que c'est important d'en parler. Et on va regarder, dans le fond, comment il varie avec l'aménagement forestier. Tout ça va finir par nous faire comprendre pourquoi j'aime autant les vieilles forêts, comme on peut le voir sur la photo ici. Donc, le microbiome du sol, ça ressemble un peu à ça, okay? Des champignons et des bactéries. C'est très petit. C'est petit, mais ce n'est pas moins important. Okay? Donc, pour les plantes, on peut penser à l'acquisition de l'eau, des nutriments dans le sol, la croissance, la productivité, résister au stress. Donc, c'est très, très important pour le sol aussi, pour la fertilité du sol et aussi pour réguler tout ce qui est, la matière organique, le carbone, l'azote, la décomposition. Okay? Donc, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à comment le microbiome va varier avec l'aménagement forestier. Ça, c'est un aménagement forestier en forêt feuillue. Ce qu'on peut voir, c'est que ça va changer, évidemment, la densité forestière, la litière.
On peut le voir aussi comme ça. Il y a des impacts aussi sur le sol, par exemple, sur la compaction, le pH, la température et l'humidité qu'il va avoir au sol. Donc ça, ce n'est pas sans effet sur le microbiome. En forêt plus boréale ou des forêts de conifères, on a vu que le pH, par exemple, la compaction puis la composition forestière, ça modifiait le microbiome. En forêt feuillue tempérée, comme ici, tout reste à explorer, donc on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Et ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est comment l'intensité et le temps depuis la coupe vont faire varier ce microbiome-là. Là, j'ai mis le petit hamster, OK? Donc, on se pose une hypothèse très simple du genre plus j'ai d'arbres, plus j'ai de noix. Nous, c'est plus j'ai de changements dans mon sol par rapport à plus j'ai de changements à cause de mon aménagement qui est plus intensif, plus mon microbiome devrait changer. Puis, en fait, plus c'est tôt après la coupe, plus l'impact devrait être important. Pourquoi? On peut le voir un peu, là, après une coupe, la température, l'humidité au sol est différente. La composition forestière, elle varie. Si on a une modification plus intensive, on a des effets plus grands. Comment on a regardé ça? On a regardé des coupes de forte intensité ou de faible intensité le long d'une chronoséquence d'aménagement, donc 5 ans, 15 ans, 30 ans après coupe. Et on a comparé ça aussi avec le microbiome des vieilles forêts. Tout ça dans le coin de Canock, ici, en Outaouais, donc dans 189 parcelles. Évidemment, on a pris plein d'autres mesures. Alors, ça se trouve être le chapitre 4. Et dans les autres chapitres, on voit aussi comment la composition forestière, la diversité des plantes, tout ce qui est la litière, le bois mort, l'azote minéralisable, les cations, donc comment tout ça change aussi. Donc, ce sera d'autres variables qu'on regardera. Donc, en fait, comment on a fait pour regarder le microbiome qui est invisible? On a pris l'ADN dans le sol et avec une nouvelle technique de battage avec un rouleau à pâte de sac, on a réussi à extraire l'ADN. Okay? Et en fait, on a fait du séquençage et on a regardé avec les nouvelles méthodes génétiques. Donc, on a regardé l'abondance des champignons et des bactéries avec du séquençage, avec le qPCR ici qu'on a à l'ISFOR. Et on voit Laurence ici qui a un très beau doigté pour ça. Et on a aussi regardé les champignons du sol pour savoir quelle espèce qu'on avait. OK, donc c'est ce qu'on va regarder. En gros, les résultats, pas de surprise. Là, ce qu'on a vu, c'est que pour ce qui est de l'abondance des champignons et des bactéries dans notre sol, quand on a une récolte de forte intensité, on a une augmentation des bactéries tout au long de la chronoséquence d'au moins 34 %. Donc, il y a vraiment une très forte augmentation des bactéries avec les coupes et une très forte diminution, donc au moins 30 % aussi, là, du ratio champignons-bactéries après coupe. Alors là, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça fait ça. Et quand c'est une récolte de plus faible intensité, comme par exemple une coupe de jardinage, on a aussi des effets, mais c'est un petit peu moins important. Donc là, le petit hamster qui est content, ça veut dire que c'est ce qu'on s'attendait à observer. Donc ici, je vous le montre, les résultats pour les bactéries. Là, on a forte intensité ou plus faible intensité de récolte et une vieille forêt. Donc, on voit que l'abondance de bactéries est beaucoup plus forte après coupe de forte intensité. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Pourquoi l'augmentation de bactéries devrait être intéressante? Les bactéries sont reconnues pour libérer plus de CO2 dans l'atmosphère par la respiration. Donc, on aurait plus de CO2 émis là, dans ces forêts-là par rapport à des vieilles forêts, par exemple. Puis les facteurs qui sont corrélés avec ça, qu'on a obtenus dans cette analyse-là, c'est surtout dû à la diminution du pH et à la densité forestière. Donc, avec l'ouverture du couvert, la diminution du pH et la densité forestière, ça favorise l'augmentation de bactéries. C'est quand même important dans notre écosystème. Donc, un autre résultat, c'est le ratio champignon-bactéries. Okay? Donc, comme j'ai dit, on voit, ça, c'est des coupes de forte intensité. Ça, c'est des coupes de plus faible intensité. Le ratio est beaucoup plus fort dans les vieilles forêts. Donc, qu'est-ce que ça fait ça, le ratio champignon-bactéries dans notre sol? Les champignons sont reconnus pour être capables de stocker plus efficacement le carbone et l'azote dans le sol, de l'emmagasiner plus que les bactéries. Donc, ce qui est désirable, c'est d'avoir un ratio champignon-bactéries le plus élevé possible pour stocker plus de carbone dans le sol.
Donc, c'est ce qu'on voit dans les vieilles forêts. Là, on a plus de carbone qui est stocké à long terme grâce à ce ratio-là. Donc, ça, c'est juste pour vous remontrer un peu là, comment ça se passe. Mais dans le sol, il y a du carbone qui peut être stocké ou émis. Quand on a plus de bactéries, là, c'est plus qui est émis. Et quand on a plus de champignons, c'est plus stocké. Ça, je vous le dis, j'explique très brièvement. On a aussi regardé quels champignons vont varier dans notre chronoséquence et quand est-ce que ça varie le plus. Et en fait, on voit en mauve, ça, c'est nos communautés de champignons. Et en mauve, ce qu'on voit ici, c'est que récemment, après coupe totale, nos communautés sont vraiment différentes des autres. Donc, encore le hamster qui est content, c'est ce qu'on s'imaginait que ce serait ça qui se passe aussi. Puis, on a regardé la richesse des champignons qui est aussi plus élevée dans des vieilles forêts versus des coupes récentes, tant coupes intenses ou moins intenses. Donc, dernier résultat que je vais vous présenter, c'est qu'on a regardé aussi, c'est quoi les guildes, c'est quoi les modes trophiques d'acquisition de carbone avec nos champignons. Il y a 3 modes vraiment bien connus. Il y a ceux qui sont les champignons qui sont symbiotiques, ceux qui sont saprophytiques qui décomposent le bois et les parasites et pathogènes. Donc, ce qu'on a obtenu, c'est que dans des vieilles forêts ou des coupes moins intenses, on a quand même plus de champignons ectomycorrhiziens en proportion par rapport à des coupes récentes qui sont plus intenses. Et ce qu'on voit dans les coupes récentes plus intenses, c'est vraiment une énorme augmentation des parasites et pathogènes dans nos proportions de champignons. Okay? Donc, il y a un débalancement dans les guildes de champignons. Ça peut être dû. Donc, évidemment, tout ça est important dans l'écosystème là, parce que les champignons ectomycorhiziens, ils aident les arbres, tandis que les parasites pathogènes, c'est souvent vu comme des stress. Pour terminer, le petit hamster, il roule fort dans le coco. Donc, on a regardé c'est quoi un peu l'ensemble de toutes les variables et le microbiome par rapport aux aménagements forestiers. Et là, on a mis plusieurs variables, comme on a mis les champignons symbiotiques, on a regardé aussi avec la diversité des plantes, donc ils sont proches. C'est quoi les variables qu'on a dans nos écosystèmes? Ça, c'est une analyse en composantes principales qui nous montre un peu comment se situent les variables quand elles sont proches ou quand elles sont loin. Donc, par exemple, les champignons symbiotiques sont ici, les parasitiques sont là. Donc, on va regarder par rapport à ce schéma-là, où se trouve l'aménagement? Comment l'aménagement va faire varier l'ensemble de ces facteurs-là? Où est-ce qu'on le retrouve? Donc, les bactéries sont ici. Le ratio champignon-bactéries, c'est là. Les symbiotiques sont là. Donc, on s'attend que pour avoir un écosystème bien fonctionnel, on espère avoir des forêts plus dans ce range-là, donc avec des pH meilleurs, des meilleures diversités de plantes, donc, plus de symbiose, des bonnes densités forestières, puis moins de ceux-là qui sont de l'aluminium qui est un peu toxique, des bactéries et des parasites. Ce qu'on voit, c'est que les vieilles forêts, effectivement, ils se retrouvent ici. Donc, le centroïde des vieilles forêts, là, la plupart de nos forêts qui sont vieilles, ils se retrouvent ici dans notre schéma. Donc, ce qui est quand même très bien. Et nos forêts qui sont jardinées, donc c'est un aménagement moins intense, ils sont ici. Et avec le temps, ils vont quand même se rapprocher des caractéristiques des vieilles forêts. Donc ça, c'est le long de la chronoséquence. Pour ce qui est des coupes plus intenses, alors ils commencent pas mal plus loin, proches des parasites, de l'aluminium et des bactéries. Et dans le temps, ils vont quand même se rapprocher. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Notre microbiome est quand même un peu résilient. Donc, il y a une tendance à un retour. Et dans le fond, on a regardé, des conclusions similaires ont été vues en forêt boréale. Donc, eux, ils ont vu le même genre de choses. C'est des coupes totales avec les parasites et pathogènes qui étaient vraiment proches et les vieilles forêts avec les ectomycorhiziens, ce qui confirme ce qu'on a vu. Donc, en conclusion, l'aménagement forestier est important. Et le microbiome aussi. Et le microbiome intègre, c'est un atout pour tout le monde, notamment pour les changements globaux. Donc, je pense que c'est important de prendre en compte ça, l'invisible, comme le microbiome, quand on prend des décisions sur nos aménagements forestiers. Merci. Des questions? Merci beaucoup, Marie-Ève, pour ta présentation.
Je vais maintenant ouvrir la parole aux gens, aux participants qui pourraient avoir des questions pour Marie-Ève. Est-ce que nous avons des questions de la salle? Donc, j'ai une question de Annick. Je ne sais pas si c'est Annick Saint-Denis, mais c'est Annick. Donc, quelles seraient les recommandations pour l'aménagement? Ben moi, j'aime ça faire des recommandations. Alors, ce que je dirais, premièrement, ne pas négliger le pH de nos sols, OK? C'est important d'avoir des sols qui ont des bons pH. Alors, ben moi, je vois des espèces comme le tilleul, qui est une espèce vraiment géniale pour rétablir parfois des pH. Sa litière est vraiment bien. Fait que, quand on aménage, il faut penser à tout notre écosystème. Fait que moi, je suis quelqu'un qui va adorer dire hey, ici, il y a beaucoup de tilleul, ça doit aller bien, il y a un bon pH. Donc, sans faire des analyses de génétique poussées, analyser notre écosystème en fonction qu'il puisse être productif et avoir des bois de qualité, je trouve que c'est vraiment important. Et il ne faut pas négliger que ce n'est pas une ressource c'est une ressource pour tous. Donc, pour la captation de carbone, là, moi, j'irais pour garder une bonne densité forestière, donc un bon couvert, là, comme on a dans des forêts anciennes, en fait. C'est vraiment important. Il y a moins de bactéries dans ce temps-là. Okay? Les champignons sont plus présents. C'est des sols qui vont séquestrer plus. Donc, garder un couvert forestier, avoir des bons pH. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Ève. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a une question de Daniel Picard qui demande « Peut-on aider le microbiome par un ajout ciblé de champignons suite à une intervention? » Eh boy! Un ajout, ben écoute, Daniel, ça reste c'est quelque chose à regarder, là. Moi, je pense que des endroits comme justement des bords de chemin là, qui sont complètement dégradés, là, où il n'y a plus rien, c'est des bonnes places pour tester ça.